Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va corriger les exercices sur les études métriques de courbes. Donc on commence avec un premier exercice où on doit calculer la longueur d'une courbe. Alors, il faut utiliser la définition. Je vous rappelle que si on a un intervalle i, et que vous voulez calculer la longueur de la courbe gamma paramétrée par une application f, alors la longueur, c'est l'intégrale sur i. Alors attention, sous réserve d'existence, évidemment. Ça dépend ce que c'est l'intervalle i, mais il faudra, s'il y a des problèmes, si c'est une intégrale impropre, il faudra préciser que ça converge. Mais en tout cas, la définition, c'est que c'est l'intégrale de la norme de f' de t dt. Voilà, ça, c'est la définition. En pratique, pour se faciliter la vie, et surtout les calculs, on va réduire l'intervalle d'étude de la courbe gamma. Peut-être un exemple pour que vous compreniez très rapidement. Admettons que j'ai envie de calculer la longueur du cercle. Donc ça, c'est le cercle de centre 0 et de rayon 1. Eh bien, le cercle, il est la courbe, je peux l'appeler gamma, cette courbe. Cette courbe gamma est paramétrée par cos t sin t, où le paramètre t appartient à 0 de pi. Et je peux très bien calculer vraiment directement l'intégrale sur 0 de pi de la norme de f' de t. Le problème, c'est que dans vos calculs, ça ne se simplifiera pas tout de suite, étant donné que les fonctions qui interviennent, quand vous allez dériver et calculer la norme, il va avoir une valeur absolue qui va apparaître, il faudra la retirer et il faudra distinguer plusieurs intervalles selon lesquels le cos ou la fonction sin soit positif, pour vous permettre de retirer vos valeurs absolues dans ce calcul-là. C'est la raison pour laquelle on essaie de limiter l'intervalle d'étude. Alors, vous voyez que au final, il nous suffit simplement de connaître la longueur de cette portion en rouge. Et une fois qu'on a cette longueur-là, eh bien, le reste, c'est-à-dire le morceau vert et puis tout ce qui reste, en fait, tout ça, on l'obtient simplement, c'est le morceau rouge multiplié par 4. Okay, donc la portion... alors, le cercle total, on peut dire que c'est, en fin de compte, 4 fois cette petite portion, d'accord? Et donc, c'est cette petite portion-là qu'on va calculer. Et dans la fiche méthode, ce que j'avais écrit, c'est que ça dépend du nombre de symétrie. Par exemple, là, ici, la portion rouge, vous voyez qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe. La courbe présente une symétrie par rapport à l'axe OY, ce qui permet d'obtenir le morceau en vert. Et puis, on a aussi une symétrie par rapport à l'axe OX. On a aussi une symétrie par rapport à l'axe OX, et c'est le morceau en violet. Et combien j'ai de symétrie? J'en ai 2. Et dans la fiche méthode, je vous ai dit, si vous avez k symétrie, eh bien, le résultat, il faut le multiplier par 2 puissance k. C'est quelque chose de logique. Si vous regardez le cercle, il y a 2 symétries. Le passage de la portion rouge à la portion verte, j'ai une symétrie d'axe OY, et puis ensuite j'ai une symétrie d'axe OX. Et en fin de compte, voilà, j'ai que 2 symétries, donc ça me permet de dire que la longueur du cercle, c'est 4 fois la portion rouge. Et la portion rouge, ça correspond aux valeurs de t comprises entre 0 et pi sur 2. Eh bien, le cosinus et le sinus sont positifs sur cet intervalle. Donc c'est très pratique, puisque dans ce calcul-là, les calculs vont simplifier. Ici, c'est exactement la même chose. Simplifions d'abord, on va réduire le domaine d'étude. Alors, on y va. D'abord, il y a de la périodicité. Les fonctions x et y
elles sont 2 pi périodiques. Qu'est-ce que ça nous permet de dire? Eh ben, ça nous permet de dire qu'on réduit l'intervalle d'étude. Il me suffit de m'intéresser à un intervalle de longueur de pi. En général, très souvent, alors on peut prendre n'importe quel intervalle de longueur de pi. On peut prendre 0, 2 pi, on peut prendre pi, 3 pi, on peut prendre moins 2 pi, moins pi. Mais en général, il y en a un qu'on va privilégier. On ne va pas privilégier cela, ni cela, ni cela. On va privilégier celui-ci. C'est un intervalle de longueur de pi, mais pourquoi le préférer aux autres? Eh bien, lui a l'avantage d'être symétrique en 0. Il suffit de le tracer. Là, j'ai 0, là, j'ai moins pi, et là, j'ai pi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, étant donné que c'est symétrique par rapport à 0, si je prends un élément petit t appartenant à 0 pi, eh bien, moins t, ça sera quelque chose qui appartiendra à moins pi 0, et donc appartiendra quand même à mon intervalle. Ce qui n'est pas le cas des autres. Vous voyez, si par exemple vous aviez choisi, ça interviendra dans les calculs en fait. Si par exemple à la place de choisir lui, vous choisissez celui-ci, eh bien cet intervalle-là, 0 de pi, ne vérifie pas cette propriété. C'est la propriété qui dit que si t est dans 0 pi, alors moins t est dans 0 pi. Alors du coup, voilà, le moins t n'appartient pas à l'intervalle 0 de pi. Et c'est cette propriété-là qu'on va vouloir utiliser pour justement regarder la parité et l'imparité. Puisque je vous rappelle qu'une fonction est paire si une fonction f est paire si f de moins t est égal à moins f de t. Mais pour écrire moins t à l'intérieur de la fonction f, il faut que ça appartienne évidemment à l'intervalle. C'est la raison pour laquelle on choisit un intervalle de longueur de pi, pas n'importe lequel, on va prendre l'intervalle moins pi, pi. Donc, moins pi, pi. En plus, x, la fonction x est paire et y impair. On réduit l'intervalle d'étude à 0 pi. En fait, c'est dans cet argument-là que j'utilise le fait que moins pi pi est l'intervalle qu'on privilégie par rapport aux autres, parce que pour démontrer que c'est pair ou impair, vous savez, vous calculez x de moins t. Sauf que pour calculer x de moins t, il faut bien que ce qu'il y a à l'intérieur de votre fonction appartienne à votre intervalle d'étude. Et pour être sûr que ça appartienne à l'intervalle d'étude, que moins t appartienne à l'intervalle en question, eh bien, c'est moins pi pi qui va marcher. C'est pas 0 de pi ou n'importe quel autre intervalle de longueur de pi. Alors, voilà, on réduit l'intervalle d'étude à 0 pi et on peut continuer. Alors là, ce que vous allez faire, là vous allez regarder x de pi moins t. Je vais un petit peu vite là-dessus parce que c'est pas du tout l'objectif de la question. L'objectif de la question, c'est de calculer la longueur. Donc en plus, ça c'est des choses qu'on a fait en TD. Alors si vous calculez x de pi moins t, vous allez obtenir moins x de t. Si vous calculez y de pi moins t, vous allez calculer y de t. Donc, là, ce que ça vous dit, c'est que la courbe gamma est symétrique. Elle est symétrique par rapport à l'axe OY. Et en plus, on réduit donc l'intervalle d'étude à 0 pi sur 2. Et combien j'ai fait de symétrie au final?
Alors j'ai réduit d'abord à moins pi, mais ça il m'a fallu aucune symétrie pour le faire, c'est simplement que la fonction est de pi périodique, donc voilà, sur moins pi. Par contre j'ai fait deux symétries en fait, hein. Pour pouvoir tracer ma courbe, au final, je trace la portion de la courbe pour les valeurs de t entre 0 et pi sur 2, et le reste je l'obtiens par deux symétries. La symétrie par rapport à l'axe OY, et alors là, c'est vrai que là, je ne l'ai pas dit. On réduit l'intervalle d'étude à 0 pi. Et en fait, puis, on effectue une symétrie. Par rapport à l'axe OX. Donc, il y a deux symétries. Donc, pour calculer la longueur, je vais multiplier le résultat. Donc là, il faut regarder la fiche méthode. Je vais multiplier le résultat par 2 puissance 2. En fait, c'est 2 puissance k, où k étant le nombre de symétries à effectuer, mais ici, k égale 2. On a donc ainsi, alors, la longueur de gamma c'est 2 au carré ce 2 là, c'est le nombre de symétries fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de la norme de f' de t dt. Calculons f' de t. Alors, f, c'est cette fonction-là. F de t, c'est un vecteur à deux coordonnées. La première coordonnée, c'est lui. Et la deuxième coordonnée, c'est lui. D'accord ? Et pour dériver un vecteur à deux coordonnées, vous dérivez chacune des composantes. Donc là, c'est très facile. Ça va vous donner... Alors, la norme, c'est la racine carrée de première coordonnée au carré plus deuxième coordonnée au carré. Alors, la première dérivée, c'est quoi? C'est 3... Alors, c'était quoi? C'était cos... C'était sin cube. Donc, 3 cos de t sinus carré de t, le tout au carré, plus 3 sinus t cos carré, le tout au carré. Voilà, donc je développe. Donc, je vais avoir 9 cos carré sinus puissance 4 plus 9 sinus carré cosinus puissance 4. Alors maintenant, il faut factoriser par... voilà, par quoi je peux factoriser? Donc il faut essayer d'être factorisé par le maximum possible. Alors là, je vois qu'il y a un cos carré. Là aussi, j'ai un cos carré qui peut sortir avec le cos puissance 4. Et puis ici, j'ai un sinus puissance 4. Et là, un sinus carré. Donc en fait, je vais factoriser par cos carré, sin carré. Cos carré fois sin carré. Et puis il y a le 9 qui est en commun. Donc... neuf cos carré sin carré multiplié par... Alors il va me rester quoi? Il va me rester sin carré plus cos carré. Sauf que sin carré plus cos carré, ça fait 1. Et donc, il va me rester... quand vous avez un nombre, attention, hein, quand vous avez racine de a au carré, ça fait pas a, ça fait valeur absolue de a.
Ok, donc là, c'est ce que je vais utiliser. Alors là, ça va me faire 3 valeurs absolues de cos t sin t. Donc, la longueur de la courbe, c'est 4 multiplié par l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 3 cos t sin t. Et c'est là que votre réduction de l'intervalle d'étude est très important parce que votre t appartient à 0 pi sur 2. À l'intérieur de l'intégrale, le t appartient à 0 pi sur 2. Et ça, c'est super bien parce que je vais pouvoir me débarrasser des valeurs absolues. La fonction cosinus est positive sur l'intervalle 0 pi sur 2. La fonction sinus est positive sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Donc, je vais pouvoir retirer les valeurs absolues. Alors attention, là, il y a une erreur classique qu'il faut absolument éviter. Je vais l'écrire. Alors, comment je vais écrire ça? Je vais dire que... je vais dire soit grand F, une primitive de F sur un intervalle I. Alors, il faut faire très attention. Si vous cherchez une primitive de la fonction, la même fonction mais avec des valeurs absolues, donc la fonction qui atteste aussi valeur absolue de f de t, ça n'est pas la primitive avec des valeurs absolues. Vous pouvez être très tenté de le faire, mais c'est complètement faux. En l'occurrence ici, on pourrait se dire ah bah je peux très bien me débarrasser temporairement des valeurs absolues, je regarde une primitive et puis après hop j'ai juste à mettre les valeurs absolues. Et en l'occurrence là une primitive de cos sin c'est par exemple sin carré sur 2. Et ben voilà. Et après je rajoute les valeurs absolues. Non, pas du tout. Vous n'avez pas le droit de rajouter les valeurs absolues comme ça à une primitive parce que voilà, c'est complètement faux. Par contre, votre travail, c'est de les supprimer, ces valeurs absolues. Et pour les supprimer, c'est pour ça qu'on réduit l'intervalle d'étude. On réduit l'intervalle d'étude pour travailler sur un intervalle où ce qu'il y a dans l'intégrale est simple à étudier, où le signe est simple à étudier. Puisque pour tout t appartenant à 0 pi sur 2, eh bien, cos t positif, sin t positif, alors la valeur absolue de sin t cos t, eh bien, c'est égal à sin t cos t vu que c'est un nombre positif. Donc la longueur de ma courbe, c'est quoi? C'est le 3, je peux le sortir. Donc j'ai quoi? J'ai 12 fois... Alors une primitive de sin t cos t, c'est par exemple sin t carré sur 2. Vu qu'on reconnaît la forme... en l'occurrence, on aurait plutôt préféré choisir... oui, c'est peut-être plus logique de choisir en fait moins cos carré sur 2. Pourquoi? Parce que on peut dire que lui c'est U' et lui c'est U. On reconnaît la forme U'U. Et une primitive de U'U c'est U carré sur 2. Mais là c'est pas tout à fait U'U parce que c'est plutôt moins U'U. C'est pour ça qu'il y a ce signe moins. Mais voilà, c'est U'U donc U carré sur 2 la primitive. La
la valeur de cosinus en pi sur 2, ça fait 0. Par contre, si la valeur en 0, ça fait moins 1,5, mais vu qu'il y a déjà un moins ici, ça fait 0 moins 1,5, ce qui nous fait 6. Donc la longueur de la courbe paramétrée par la fonction f, que j'ai regardé dans l'exercice, c'est 6. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser à un autre type d'exercice. On veut construire l'enveloppe de la famille de droite MT, M2T. Alors, avant de s'engager directement dans qu'est-ce que c'est une enveloppe, etc., ce serait bien de comprendre ce que c'est toutes ces droites-là, MT et M2T. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que là, ici, j'ai des droites. Si j'ai une valeur de t à l'intérieur de l'intervalle 0 pi sur 2, eh bien dt, c'est une droite. Et la question que je me pose, c'est par où passe cette droite? Est-ce que je connais un point sur cette droite? Et est-ce que je connais un vecteur directeur? Alors, vous voyez, si vous avez par exemple un point A, si vous avez un point A d'abscisse xa et d'ordonnée yk, un point B, xb, yb, alors, et que vous parlez, je sais pas moi, de la droite AB, AB c'est une droite. Quel est le vecteur AB? Le vecteur AB, c'est le vecteur x, xb moins xa, yb moins yk. Donc, pour ce type de droite-là, pour la droite AB, quel est un vecteur directeur de la droite AB? Eh bien, le vecteur AB, c'est-à-dire xb moins xa, yb moins yk. Et est-ce qu'on peut trouver un point qui passe par la droite AB? Bah oui, le point A et le point B. Et bah ici, c'est exactement pareil. Par exemple, M de T est un point qui passe par cette droite-là, par la droite qui m'intéresse, là, la droite MT, M de T. Et je vais essayer je vais trouver un vecteur directeur de cette droite, la droite MT, M de T. Et tout simplement, je vais faire cette méthode-là. Je vais dire que c'est xb moins xa, yb moins yk. Sauf que j'ai des notations différentes. Alors, on va voir un petit peu comment on va faire. Alors, donc la première chose à faire, c'est, alors je vais fixer un t dans 0 de pi. Intéressons-nous au vecteur. Voilà, donc j'ai une droite, j'ai une famille de droites, et pour chaque valeur de t, j'ai une droite. Mt, M2 de t, c'est une droite. Je veux un vecteur directeur. Alors, évidemment, je vais regarder le vecteur, ce vecteur-là, Mt, M2 de t. C'est un vecteur où la première coordonnée, c'est x, c'est l'abscisse de lui moins l'abscisse de lui, virgule, l'ordonnée du deuxième moins l'ordonnée du premier. Donc ça fait quoi? Ça fait cos de 2t moins cos de t, virgule, sin de t moins sin t. Et c'est ça que j'ai envie de simplifier un petit peu. Alors, ici, il y a des formules, il y a plusieurs formules de trio à connaître. Il y en a une qui apparaît assez souvent, c'est la formule cos P moins cos Q. Et cette formule, elle intervient très souvent. Alors, je vous laisse vous-même la retrouver. Et moi, je vais l'appliquer ici. En l'appliquant ici, ça je vous laisse chercher un petit peu, vous allez obtenir moins 2 sinus de 3t sur 2, sinus de t sur 2. Ça, c'est pour l'abscisse. Et pour l'ordonnée, vous allez obtenir 2 sinus de t sur 2, cosinus de 3t sur 2. Donc ça, c'est le vecteur, c'est un vecteur directeur de la droite qui m'intéresse. Alors, évidemment, on veut toujours prendre le plus simple, possible. Alors, peut-être on va faire un petit exemple, un exemple très simple. Alors,
voici un vecteur directeur d'une droite. J'ai une droite D. J'ai une droite D. Et j'ai eu un vecteur directeur. En général, on veut toujours avoir des vecteurs directeurs les plus simples possibles. Alors, vous voyez le vecteur 7, 21. C'est un vecteur directeur de la droite, mais je peux en trouver un autre beaucoup plus simple. N'importe quel vecteur non nul qui lui est colinéaire est aussi un vecteur directeur. C'est pas parce que vous prenez un vecteur qui est plus petit qu'il n'est pas un vecteur directeur. C'est encore un vecteur directeur. Alors là, par exemple, vous pouvez prendre le vecteur 1, 3. Pourquoi? Parce que le vecteur 1, 3, c'est 7 fois le vecteur U. Donc, en fait, j'ai simplement dit que le vecteur rouge est un vecteur directeur, mais si j'en prends un plus petit, bah, c'est aussi un vecteur qui va diriger la droite. Par exemple, le vecteur V. Ok? Donc, n'importe quel vecteur qui lui est colinéaire est encore un vecteur directeur. Ici, c'est exactement ce que je vais faire. Vous voyez, ce vecteur, il est compliqué, mais on remarque qu'il y a sin t sur 2 ici. Bah, il y a même 2 sin t sur 2 et sin t sur 2. Je vais pouvoir factoriser par ça pour obtenir un vecteur directeur qui est beaucoup plus simple. Alors, je vais le faire tout de suite. Donc, sin t sur 2 multiplié par u de t avec u de t. U de t, c'est le vecteur moins. Est-ce que j'aurais mis le 2 avec 2? Voilà. Donc, moins sin 3t sur 2, virgule cos 3t sur 2. Donc, ce que j'entoure en rouge, c'est évidemment un vecteur directeur de la droite mt m de 2t. Mais il est compliqué. Et je l'ai écrit sous la forme de quelque chose fois un autre vecteur. Celui que j'entoure en vert, et lui, bah, il est plus simple. Vous voyez. Donc le vecteur u de t, c'est un vecteur qui va diriger la droite m de t, mt, m de 2t. Qui est donc un vecteur dirigeant la droite mt m de 2t. Voilà. Alors pour quelle raison je cherchais absolument un vecteur directeur? Bah, pour appliquer la formule du cours. La formule du cours me dit que la formule du cours me dit que quand l'enveloppe d'une famille de droite, quelle est la courbe? Alors, si on veut un paramétrage de l'enveloppe d'une famille de droite, eh bien le paramétrage, c'est sous la forme a de t plus lambda de t u de t, où a de t, c'est un point qui appartient à ma droite. Pour chaque valeur de t, a de t appartient à la droite dt. Et u de t, c'est un vecteur qui va diriger la droite dt. Voilà. Donc j'utilise simplement la formule du cours qui me donne directement le paramétrage, mais il me faut un vecteur qui dirige la droite. Et il me faut un point qui dirige et un point qui appartient à la droite. Là, j'ai les deux. Il ne restera plus qu'à calculer ce lambda. Alors, évidemment, un point qui appartient à cette droite, bah, j'en ai deux. J'ai m de t ou m de 2t. Enfin, en fait, j'en ai plein d'autres, hein, mais ça, c'est les plus simples. mt ou m de 2t. Je vais prendre celui-ci parce que c'est le plus simple. Donc, j'ai trouvé un point qui appartient à la droite dt. J'ai trouvé un vecteur directeur. Donc, d'après le cours, j'obtiens très facilement un paramétrage en fait. Alors, l'enveloppe de la famille
L'enveloppe de la famille de droite de pi est alors la courbe admettant une enveloppe, c'est une courbe. Hein. Et la question, c'est par quoi les paramétrer. Admettant pour... Alors, hop. Pardon, admettant pour paramétrage la fonction grand F qui a t dans 0 de pi associe donc un point de la courbe, ici c'est m de t, un point de la droite, pardon, plus lambda de t, u de t, où lambda, c'est une fonction de classe C1, pas n'importe laquelle, une fonction de classe C1 telle que pour tout t appartenant à 0 pi sur 2, les vecteurs f' de t, ça c'est vraiment le cours hein, qui me dit ça, et u de t soit collinaire. Et grâce à cette condition, vous allez pouvoir obtenir la fonction lambda. Alors, si vous voulez essayer de savoir d'où sort l'expression que je m'apprête à écrire, il faut regarder la démonstration du cours. Dans le cours, je démontre comment je fais pour trouver l'expression de lambda. Ça utilise le déterminant, c'est pas très compliqué. Je vous invite à le regarder si vous voulez comprendre d'où ça sort. Alors, on a lambda de t, donc d'après le cours, lambda de t, c'est quoi? C'est moins le déterminant de m', alors plutôt f' de t, virgule u de t, divisé par le déterminant du vecteur u' de t, u de t. Voilà, alors évidemment j'aurais peut-être dû, dès le départ j'aurais peut-être dû calculer ça. C'est vrai que là je divise par quelque chose et je sais même pas si c'est non nul. Bon, en fait, c'est la première, ça aurait été mieux de le faire avant. Bon, il se trouve que ce que je viens d'entourer, c'est non nul et ça vaut, on va voir que ça vaut moins 3,5. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que ici, j'écris des déterminants d'une famille de vecteurs. Vous savez, il y a 3 déterminants possibles. Hein. Il y a les déterminants d'une famille de vecteurs. Si vous travaillez dans le plan, par exemple, vous pouvez dire ce que c'est le déterminant d'une famille de vecteurs. Il y a le déterminant d'un endomorphisme. Et puis, il y a le déterminant d'une matrice. Alors, il faut quand même faire attention. Il faut préciser la base dans laquelle vous regardez cette famille de vecteurs, vous regardez l'endomorphisme. Mais ici, on va travailler avec la base canonique. D'accord ? Alors, ici, la base que l'on va choisir, même si ça n'a aucune importance. Voilà, ça n'a aucune importance, vous pouvez prendre une autre base, mais ici, la base B, c'est la base canonique du plan, c'est-à-dire les vecteurs 1, 0, 0, 1. Alors, calculons ce quotient de déterminant. Alors, qu'est-ce que c'est je vais le faire sur une autre page parce que ça va être pas très beau. Alors, hop. Je vais calculer le déterminant de f' et u. Alors, la dérivée de f, qu'est-ce que c'est? La dérivée de f, c'est un vecteur qui est le vecteur moins sin cos. Donc, je l'écris en colonne. Ensuite, j'ai le vecteur u, moins sin de 3t sur 2 et cos
de 3t sur 2. Je mets des barres pour dire que je regarde le déterminant. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai U'. Alors, le vecteur U'. Qu'est-ce que c'est? Donc, voilà, donc je dérive le vecteur U. Donc, ça va faire moins 3,5 de cos et ensuite 3,5 moins 3,5 de sin de 3,5 de t sur 2. Et après, j'ai le vecteur. Après, c'est juste le vecteur U. Alors, j'ai la mémoire courte. Moins sin 3t sur 2, cos 3t sur 2. C'est un quotient de déterminant. On calcule le haut puis le bas. Alors, en haut, je vais obtenir moins sin t. Alors, je mets le moins, le signe moins, je le mets à l'intérieur. Hein. Donc, ça va faire sin t cos de 3c sur 2 moins. Je vous rappelle que le signe moins, je l'ai mis à l'intérieur. Hein. Ok. Quand je développe mon déterminant. Alors, moins cos t sin de 3t sur 2. Voilà, alors là, en fait, là vous allez reconnaître, en fait, c'est vous utilisez la formule sin a cos b moins cos a sin b, ça va vous faire moins sinus de t sur 2. Voilà, c'est ça, ça va faire moins sinus de t sur 2. Et le dénominateur, alors j'ai peut-être pas envie de... Si on regarde ce qui va se passer, il va rester moins 3,5 de cos carré, moins 3,5 de sin carré. Donc en fait, ça fait moins 3,5. Puisque vous pouvez factoriser par moins 3,5, avec cos carré et sin carré, vous allez obtenir 1. Donc ça fait juste moins 3,5. Et alors l'autre, donc on avait dit que ça faisait, alors là ça fait cos a sin b, cos a sin b moins sin b cos a. Donc on va obtenir moins sinus t sur 2 divisé par moins 3,5, ce qui nous fait 2 tiers de sinus de t sur 2. Voilà. 2 tiers de sinus de t sur 2. Donc maintenant on peut conclure. Alors ainsi, l'enveloppe de la famille de droite, donc de la famille de droite mt, m de 2t, pour t dans 0 de pi, admet pour paramétrage la fonction grand F qui a t appartenant à 0 pi sur 2, à 0 de pi, pardon, associe le point m de t plus, eh bien, ce qu'on a trouvé, 3,5 de sinus de t sur 2 fois u. Alors après, on peut le développer. Alors, si vous regardez, en fait, ça va vous faire, au final, en simplifiant, vous allez pouvoir l'écrire sous la forme de 1 tiers de cos de 2t plus 2
c'était pas demandé, mais c'est juste pour le simplifier un petit peu. Plus 2 cos t et y de t égale 1/3 de sin de t plus 2 sin t. Je l'écris un petit peu mieux. Voilà. Et donc ça, c'est pour l'enveloppe. Ensuite, on doit trouver la courbure et le rayon de courbure d'une parabole. Donc là, c'est une conique particulière. Alors, tout d'abord, on va essayer de donner une représentation paramétrique de cette conique. Écrit comme ça, c'est une équation cartésienne, mais vous savez, il y a 2 points de vue. Il y a le point de vue équation cartésienne, et le deuxième, c'est équation paramétrique. Équation paramétrique, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il y a un paramètre. Un paramètre, c'est-à-dire une valeur, une variable en fait. Les 2 points de vue, c'est que dans les équations paramétriques, alors en tout cas dans le plan, il y a 2 variables libres, y et x, et vous pouvez prendre des valeurs que vous voulez, et à chaque fois que vous allez prendre des valeurs, vous allez tomber sur un point de la courbe, mais vous pouvez aussi l'écrire à l'aide d'un seul paramètre. Alors comment on fait pour obtenir une représentation paramétrique? Eh bien, vous remplacez soit le x, vous le remplacez par t, ou alors ça va être le y que vous remplacez par t. Alors là, il se trouve que si vous remplacez le x par t, qu'est-ce que ça va vous faire? Eh bien, le y, ça va vous faire quelque chose avec y carré. Ok, ça fait y carré égale 2pt. Ça, c'est pas top. Nous, on veut juste y égale quelque chose, x égale quelque chose. C'est ça, une équation paramétrique. Alors là, on préfère ne pas prendre ça parce que il faudra passer à la racine carrée. On va faire beaucoup plus simple. On va remplacer y par t. Alors, si vous remplacez y par t, eh bien ça fait du coup x égale t carré sur 2, t carré sur 2p, et y, on a dit qu'y on le remplaçait par t. Donc voici votre équation paramétrique. Alors je l'écris peut-être un petit peu plus proprement. Une équation paramétrique de p. Alors juste p, ça suffit. Et alors t carré sur 2p, y de t égale t. Voilà, ensuite, on nous demande courbure, rayon de courbure. Alors déjà, si vous avez la courbure, vous avez très facilement le rayon de courbure, puisque le rayon de courbure, c'est simplement le quotient. La courbure, c'est quelque chose qu'on note gamma, et le rayon de courbure, c'est quelque chose qu'on note r. Et en fait, r, c'est 1 sur gamma. Okay. Donc le rayon de courbure, voilà, il n'y a rien à faire, c'est juste le plus dur, c'est calculer la courbure. Alors pour la courbure, justement, on va utiliser une formule qui s'appelle la formule de Freinet. Et cette formule-là, en fait, elle vous dit que elle établit en fait un lien entre 2 vecteurs, le vecteur t et le vecteur n. Alors, il y a un petit schéma à connaître. Le petit schéma, c'est celui-ci. Si vous avez une courbe, gamma, que vous avez un point ici M, que vous avez... Alors, en un point régulier, la tangente est toujours dirigée par f' de t. Donc là, vous avez f' de t. C'est un vecteur qui va diriger la tangente au point M de t. Le problème, c'est que ce vecteur n'est pas forcément unitaire, c'est-à-dire de longueur 1. Alors, pas de souci, on le rend unitaire en le divisant par sa norme, et le vecteur ainsi obtenu, on lui donnera un nom et on l'appellera t. Le vecteur t, c'est simplement un vecteur qui dirige la tangente et qui est unitaire.
Et une fois, donc voilà, ça c'est le vecteur t. Et une fois qu'on a ça, on veut obtenir un vecteur qui lui est perpendiculaire. En fait, ce qu'on veut, c'est, vous voyez le point noir, c'est un point qui bouge sur la courbe, et on s'arrête à un instant, le point ne bouge plus, et on veut un repère orthonormé, ayant pour origine ce point. Alors, pour avoir un repère orthonormé, il faut deux vecteurs qui soient unitaires et orthogonaux. Alors, le vecteur rouge est déjà unitaire, il est de norme 1, donc ça c'est bien. Maintenant, il lui faut un autre vecteur qui lui est perpendiculaire, donc visuellement, ça sera celui-ci. Voici les deux vecteurs que je vais déterminer. Le vecteur violet et le vecteur rouge, je vais les déterminer. C'est très facile parce que le vecteur rouge, c'est simplement f' divisé par la norme de f'. Donc ça, on le fait, voilà, c'est juste du calcul. Et le vecteur violet, c'est un vecteur qui est normal. C'est un vecteur qui est normal à t. Et on sait très facilement trouver des vecteurs qui sont... trouver un vecteur normal à un autre, c'est très facile. Hein. Par exemple, voilà, si vous avez le vecteur AB, est-ce que vous pouvez me donner un vecteur normal? Bah oui, c'est le vecteur moins BA. Voilà, donc c'est cette technique qu'on va utiliser. Alors, c'est parti, on calcule T. Alors déjà, on va fixer T dans R. Alors T de T, c'est quoi? C'est F de T divisé par la norme de F de T. F de T, c'est le vecteur... Alors, c'est le vecteur T carré. T carré sur 2P, T. Excusez-moi, c'est F', pardon. Donc le vecteur F' de T, c'est donc T sur P, virgule 1. Et maintenant, je m'intéresse à la norme de ce vecteur. Donc racine carrée de première coordonnée au carré plus deuxième coordonnée au carré. Voilà, c'est bien. Alors, on va simplifier ça. Alors, t sur racine de t carré plus 1. Alors, ça va se simplifier. Alors, faites bien attention. Hein. Ceci en vert est un nombre réel et ceci en rouge est un vecteur. Okay. Si vous avez par exemple un vecteur xy que vous divisez par une constante lambda, ça vous fait bien x divisé par lambda, virgule y divisé par lambda. Okay. C'est exactement ce que je vais faire. Le nombre en vert, je vais le diviser dans chacune des coordonnées. Donc il faut toujours être à l'aise avec les objets qu'on manipule. Alors là, ça va se simplifier, ça va nous donner... Alors mettez pause et essayez de le faire, hein, mais là, j'essaie de simplifier un petit peu. T sur racine de t carré plus p carré et p divisé par racine de t carré plus p carré. Ceci est le vecteur t. Ensuite, le vecteur n avec la technique que j'ai dit. Si vous avez un vecteur AB, comment trouver un vecteur normal? Eh bien, un vecteur normal au vecteur AB, c'est le vecteur moins BA. Donc là, c'est le vecteur moins BA, donc ça va vous faire moins P racine de T carré plus P carré, virgule T divisé par racine de T carré plus P carré. Voilà, j'ai tout. Alors maintenant, je vais appliquer la formule de Freinet. Alors, la formule de Freinet, alors, je vais juste le ressortir ici. Alors, la formule de Freinet, ça vous donne un lien entre la dérivée de t, il va falloir calculer la dérivée de t à un moment donné, et le vecteur n. Donc, c'est ce qu'on va faire.
Alors, j'essaie juste de le remettre là. D'après la première formule, de Freinet, qu'est-'ce qu'on a? Eh bien, on a que le vecteur t', c'est un vecteur, donc je mets des petites flèches en haut, est égal à la norme de f' multiplié par gamma t, le fameux nombre que je cherche. Gamma de t, c'est la courbure au point m de t. Donc on a ça. Ça, c'est la première formule de Freinet. Or, calculons t' de t. Alors, t' de t. Pour calculer la dérivée de t, il suffit de calculer la dérivée de chacune des composantes. En fait, quand vous avez un vecteur, pour la dérivée d'un vecteur qui dépend d'une variable, eh bien, c'est la dérivée de chaque composante. Et là, ben voilà, c'est ce qu'il faut faire. Alors, donc là, typiquement, si vous voulez dériver ça par rapport à t, vous utilisez la formule u'v moins v'u sur v carré. Pareil pour ici. Donc la dérivée de t va vous donner un vecteur à 2 coordonnées. Ce vecteur à 2 coordonnées, je vous l'écris. J'essaie de faire en sorte que les vidéos ne durent pas 4 ans non plus. Alors vous allez obtenir p carré divisé par t carré plus p carré, le tout puissance 3 demi, virgule, moins p fois t sur t carré plus p carré puissance 3 demi. Ça, c'est le vecteur t. Et vous vous rendez compte... alors, vous vous rendez compte que... alors, on se rend compte de rien du tout pour l'instant. Pour l'instant... Alors, c'était quoi déjà f' de t? La norme de f' de t, est-ce que je l'ai calculé? C'est ici... Donc ça fait p sur racine de t carré plus p carré. Ok. Alors, je vais calculer le membre de droite dans la première formule de Freinet. Avec gamma t, je le cherche. J'essaie vraiment de trouver une condition sur gamma t. Alors, f' de t, c'était quoi? C'était racine de t carré plus p carré. Alors, je regarde juste ce que c'est. C'est racine de t carré plus 1, donc c'est racine de t carré plus p carré, c'est p sur... Ok, c'est pas ça. C'est p sur racine de t carré plus p carré. Alors, je vais pas mettre les multiplications, ça va être trop long. Multiplié par le vecteur grand N. Alors, le vecteur grand N, c'était ça. Le vecteur grand N, c'est ça. Je vais le... j'arrive pas à le modifier, alors je vais le reprendre ici. Je vais le copier. Voilà. On va le mettre ici. Alors, maintenant, je vais obtenir... Donc, si je développe tout ça, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir, donc, gamma t, je le laisse devant.
Donc là, je vais obtenir moins p carré. Divisé par t carré plus p carré. Et après, je vais obtenir p fois t sur t carré plus p carré. Et ce vecteur que je viens d'écrire doit être égal à celui d'en haut. Alors, je vais juste le reprendre. Alors, de toute façon, vous avez des copies ou une feuille dont vous pouvez facilement comparer les deux expressions. Moi, avec la tablette, je vais être obligé de les coller pour bien les comparer. Donc, ces deux vecteurs sont censés être égaux. Et l'égalité de ces deux vecteurs vous permet de trouver la valeur de gamma. Alors là, dans ce cas-là, moins p sur... je vérifie si je me suis pas trompé. Alors là, normalement, ça vous permet de trouver la valeur de gamma. Alors là, normalement... T'... je pense qu'il y a une erreur là, parce que c'est pas... c'est certainement pas ça. Alors, est-ce que mon vecteur n est correct? Oui, il est correct. Est-ce que la dérivée de t, c'est bon? Alors, p carré sur t carré plus p carré puissance 3,5 moins pt t carré plus t carré puissance 3,5. Ok. Ok, alors, la norme de f', je pense que c'est la norme de f' où j'ai faux. Alors, f' c'était quoi? F', c'est t sur p et 1. Donc, la norme de f', qu'est-ce que c'est? C'est racine carrée de t carré sur p carré plus 1 au carré. Donc, si je simplifie... Oui, c'est divisé par p, d'accord, c'est l'inverse, ok. Bon, alors là, ça vous met... C'est une belle preuve que, voilà, il y a plein de calculs à faire. Alors, j'allais écrire la même chose. Ça vous prouve que des erreurs sont très vite arrivées. Voilà. Divisé par P. Et donc maintenant, ce vecteur, évidemment, il est faux. Je vais obtenir donc gamma de t multiplié par moins 1. Moins 1, virgule, t sur p. Voilà, là ça va mieux. Donc le vecteur en violet est égal au vecteur en vert. C'est la formule de Freinet qui vous dit ça. La question c'est, si c'est vrai, alors que vaut gamma t? Là vous voyez directement que gamma t doit être égal à moins p carré sur p carré plus t carré puissance 3,5. On l'écrit. Et là on dit et l'égalité. Alors quelle égalité? L'égalité qui dit que t' est égal à f' fois n de t donne alors. Cette égalité nous permet de trouver la courbure. Et la courbure, c'est moins p carré sur p carré plus t carré puissance 3,5. Et donc, je vous ai dit que le rayon de courbure, c'était simplement le quotient de 1 avec gamma de t. Donc, c'est 1 divisé par gamma de t. Ça, c'est le cours qui nous dit ça. Et donc, ça fait
moins p carré plus t carré, puissance 3,5, le tout divisé par p carré. Hop. Alors maintenant, on finit avec la développée. On va déterminer la développée d'une ellipse, donc cette ellipse particulière. Alors, vous avez deux façons de faire. La première façon utilise la définition. Donc, c'est-à-dire que la développée, c'est une courbe et vous devez trouver un paramétrage de cette courbe. Alors, le paramétrage, c'est celui-ci. M de t. Donc ça, M de t, qu'est-ce que c'est? C'est le point qui appartient à cette courbe-là. Donc c'est le point de coordonnées de cos t sin t, plus R de t fois N de t. Alors, ce R de t là, c'est le rayon de courbure. Et le N, ici, c'est le vecteur normal au vecteur t. Vous savez, celui qu'on a construit tout à l'heure. Donc au final, il faut calculer le vecteur t, le vecteur n et le rayon de courbure. Donc voilà, pour trouver la développée, il suffit au final de trouver le rayon de courbure et les vecteurs du repère de Freinet. Alors c'est parti. Calculons déjà f' de t. F' de t, ça fait moins 2 sin t cos t. Et la norme de f' de t, c'est donc la racine carrée de 4 sinus carré plus cos carré de t. Donc le vecteur t, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur et c'est le vecteur f' de t divisé par sa norme. Donc ça fait moins 2 sin t sur racine de 4 sin carré plus cos carré, virgule, cos de t divisé par la même chose, 4 sin carré plus cos carré. Une fois que vous avez le vecteur t, vous en déduisez facilement le vecteur n. Alors là, je remarque que ça, j'arrête pas de l'écrire, donc je vais le copier. Et alors, le vecteur n, c'est le vecteur moins cos divisé par le même dénominateur, virgule, c'est moins BA. Si celui-ci c'est AB, et ben le vecteur n c'est moins BA, tout simplement. Moins 2 divisé par, hop, voilà. J'ai le vecteur t, j'ai le vecteur n. Je vais appliquer la première formule de Freinet, mais il faut que je dérive le vecteur t. Le vecteur t, je vais devoir le dériver. Alors, il faut appliquer la formule u'v, donc ça c'est u, ça c'est v. u'v moins v' sur v carré, vous faites ça aux deux membres, premier membre, deuxième membre, et vous obtenez la dérivée du vecteur t. Alors, je vais vous donner, ça se simplifie très bien, hein, franchement, il n'y a pas de trop de difficulté, c'est juste que je vais aller un petit peu vite. Alors, après calcul, vous allez trouver votre vecteur t, la dérivée de votre vecteur t, vous allez trouver, qu'est-ce qu'on trouve déjà?
Moins 2, alors, c'était quoi? Vous allez trouver moins 2 cos t, 4 sin carré plus cos carré, le tout puissance 3,5, virgule, moins 4, sin t divisé par 4 sin carré plus cos carré. Je vais mettre le mode avion, hop. Voilà, ça c'est la dérivée de votre vecteur t. Et alors par la même méthode que tout à l'heure, vous allez appliquer la formule de Freinet. D'après la première formule de Freinet, la dérivée du vecteur t est égale à norme de f' de t multiplié par la fameuse courbure gamma que vous cherchez, multiplié par le vecteur n. Alors, ce qu'il faut faire... Alors, norme de f' c'était quoi? Ce qu'il faut faire... En cos... Donc, vous allez calculer... Alors, lui, on l'a déjà fait. Donc, vous allez l'écrire sur une feuille et vous allez aussi calculer ce terme-là. Ces deux termes doivent être égaux. Et l'égalité de ces deux termes vous permet d'en déduire la valeur de la courbure. Alors, de la même façon qu'on a fait il y a 10 minutes, on va trouver la courbure de gamma. La courbure de gamma au point M de t, on trouvera 2 divisé par 4 sinus carré, 4 sin carré plus cos carré, le tout puissance 3,5. Et donc le rayon de courbure, c'est 1 sur gamma. Voilà, donc là je ne vais pas l'écrire, hein, c'est simplement le quotient. Et maintenant on peut conclure la développée. La développée est donc... Elle est donc définie par le paramétrage suivant. C'est la fonction grand F qui a t associe le point M de t plus R de t fois le vecteur n. Alors, le point M de t, vous savez ce que c'est un point de coordonnées de cos t sin t. Lui, là je mets OK, mais vous savez ce que c'est. Et le vecteur n, vous savez aussi ce que c'est. Donc si vous calculez tout ça, et que vous le simplifiez, vous allez obtenir, c'est pas obligatoire, mais le mieux, c'est quand même bien d'avoir une forme simplifiée. Typiquement dans des sujets de concours, on vous demande des formes simplifiées dans des questions. Soit après simplification, c'est la fonction qui a t associe. Alors la première coordonnée, ça sera 3,5 de cos puissance 3. Et la deuxième coordonnée, ça sera moins 3 sinus puissance 3. Voici le paramétrage de la développée. Alors il y a aussi une autre méthode qui consiste à utiliser
Le théorème, là, en fait, ce qu'on a dit, c'est que on a utilisé il y a deux points de vue. Le premier point de vue, c'est le fait de dire que la développée, c'est le lieu des centres de courbure. Et donc, c'est donné par cette formule-là. C'est pour ça qu'il faut calculer le rayon de courbure et le vecteur n. Mais il y a une autre façon de le voir, c'est que la développée, c'est l'enveloppe d'un normal à gamma. La normale à gamma, une normale à gamma, c'est une droite qui est perpendiculaire en fait à la tangente en un point de la courbe. Et donc, vous auriez pu dire que le paramétrage f que vous recherchez, c'est aussi, sous cette forme-là, m de t plus lambda de t, n de t. Le vecteur n de t, c'est un vecteur qui est normal. C'est un vecteur qui est normal un vecteur qui dirige la droite, qui est normal à la droite, à la tangente en un point. Je vais y arriver. Et lambda de t, c'est donné par le quotient des déterminants. Ça, en fait, c'est vraiment la formule qu'on avait vue tout à l'heure. Donc, vous pouvez aussi faire cette méthode-là. Juste n de t, comment vous faites pour le trouver? Eh bien, vous trouvez d'abord un vecteur qui dirige la tangente. Le vecteur f' de t dirige la tangente. Et si ce vecteur f' de t s'écrit sous la forme AB, eh bien, vous trouvez très facilement un vecteur qui lui est normal, c'est le vecteur moins BA. Donc, vous voyez, le vecteur n, il n'y a aucun problème. Et le lambda, ben, vous le trouvez très facilement puisque c'est moins le déterminant de f' de t, n de t, divisé par le déterminant de n' de t, n de t. Donc ça serait pas mal de le faire chez vous. Essayez de vérifier que vous obtenez bien le même paramétrage que j'ai écrit en haut. Et on va s'arrêter là. Voilà, merci.